Bonjour, chers étudiantes et étudiants, bienvenue à Motivation Émotion, PSF 342. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé, et je suis très conscient que dans le fond, par nous, je veux dire moi, là, parce que c'est juste moi assis dans ma chambre en train de parler dans un micro, mais je présuppose que vous êtes là de l'autre côté, et que vous écoutez, et que vous réfléchissez à ce que je dis. Donc, j'ai parlé, pour être plus précis, dans le cadre du dernier cours, de, si on veut, l'évolution de concepts ou le développement au fil des années, au fil des années, par rapport à des concepts de motivation. Puis aussi, on a parlé de différentes composantes de la motivation. Okay? Puis l'idée, c'était que, dans le fond, le message de base que je voulais envoyer, c'est que dans la vie, dans la vie de tous les jours, on utilise des mots pour parler de processus comportementaux ou psychologiques, comme par exemple motivation, puis on va dire la motivation. Mais que réellement, la motivation ou des mots comme ça qu'on utilise, et c'est la même chose avec l'émotion, même si c'est des mots qui semblent englober, tu sais, une chose, la motivation. En réalité, quand on regarde plus précisément, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de dimensions qui émergent très très rapidement dès qu'on commence à regarder ça. Je veux dire, la motivation, on a vu que il y a une question de déclenchement, mais il y a aussi une question de direction, puis il y a aussi une question d'intensité, puis il y a aussi une question de persistance, et puis ce qui veut dire que si on prend ça, calculons ce que ça veut dire. Déclenchement, c'est une dimension. Direction 2, intensité 3, persistance 4, ok? Ça fait donc 4 dimensions, ok? Et donc, si vous pensez au fait qu'une personne peut être forte sur une puis faible sur les 3 autres, ou forte sur 2 puis faible sur les 2 autres, ou, vous rendez compte que dans le fond, avec ces 4 dimensions-là, vous pouvez faire tout un paquet de profils de la motivation. Et nous, on met ça tout ensemble sous le mot motivation, mais en réalité, ces différents profils-là sont très différents les uns des autres. Mais c'est la même chose avec l'émotion. Encore une fois, émotion, un mot très général que l'on utilise, très global, mais quand on regarde un peu plus, on se rend compte que c'est une réponse, ce qu'on appelle la réponse émotionnelle ou les émotions, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser au début. Okay? Et donc, on va souvent parler des émotions comme étant quelque chose de multicomponentiel ou quelque chose avec plusieurs composantes. Okay? Il y a plusieurs composantes d'émotions. Puis, prenons par exemple un exemple de la colère. Okay? Ben, une réponse émotionnelle comme la colère, en passant, j'utilise ici le mot réponse émotionnelle. C'est pour mettre l'emphase sur le fait qu'une émotion, c'est pas quelque chose qui existe en soi-même, indépendamment du contexte. Une émotion est toujours une réponse à quelque chose. Okay? Donc, c'est une réponse émotionnelle qui se déroule dans le temps. Elle commence à un moment, elle augmente, puis ensuite elle diminue, puis au bout d'un moment, elle disparaît. Puis ça peut prendre plusieurs minutes, ça peut prendre quelques secondes, même quelques heures, dépendant de l'émotion, dépendant de la personne. Mais c'est une réponse émotionnelle. Okay? Et c'est un processus multicomponentiel, donc il y a beaucoup de composantes. Et comme exemple de la colère, par exemple, donc vous avez la composante subjective et ressentie. Une des choses que ça veut dire d'être fâché, c'est qu'il y a un certain feeling de ce que ça veut dire être fâché. Subjectif ou ressenti. Les gens peuvent dire « je me sens vraiment motivé à agir » ou « je me sens vraiment énergétique, vraiment... » Tu sais, que des fois, quand on est fâché, la colère, c'est pas quelque chose où on se sent faible. Hein? Souvent, on se sent très motivé, puis très fâché, puis on se sent comme si c'est nous qui avons raison, tu sais. Donc, il y a une certaine composante subjective ou ressentie à l'émotion, mais c'est pas la seule chose qu'une émotion est. Une émotion, c'est pas juste ce genre d'état subjectif-là.
Il y a aussi une composante comportementale ou expressive. Et une émotion vient avec certains comportements, certaines expressions. Lorsqu'on est fâché, on a tendance à parler d'une certaine manière, avec un certain ton de voix. On a probablement tendance à monter le volume de notre voix. Peut-être à baisser le ton aussi, à parler de manière plus grave. Okay? C'est rare que quelqu'un qui est fâché va dire « Je suis vraiment fâché contre toi ». On va plutôt dire « Hey, je suis vraiment fâché contre toi ». On va tendance à descendre le ton, okay? À parler plus fort. On va baisser les sourcils. On va rarement sourire ou ouvrir grand les yeux quand on est fâché, tu sais, ou se mettre à tourner sur nous-mêmes, par exemple. Tu sais. Donc, une émotion a d'un côté une composante ressentie, ce que c'est que de vivre ça dans le moment, mais aussi une composante comportementale, expressive. On se comporte d'une certaine manière. Mais c'est pas tout. Une émotion a aussi une certaine composante cognitive, qui veut dire que avoir une réponse émotionnelle, c'est interpréter le monde d'une certaine manière, c'est penser à certaines choses d'une certaine manière. C'est ça la composante cognitive. Avec l'exemple de la colère, très souvent, quand on est en colère, on a tendance à penser que quelque chose, qu'on est la victime de quelque chose, quelqu'un nous a fait un mauvais coup ou nous a enlevé quelque chose que l'on mérite, qu'on devrait avoir, et la personne a fait exprès. Elle a fait exprès, la personne, de me bloquer dans mes affaires. Souvent, c'est ça un petit peu. Si vous analysez pas mal, toutes les fois où vous étiez fâché, vous allez vous rendre compte que, c'est ce que les chercheurs dans certains domaines de la psychologie qui s'intéressent à la colère, ça serait ce que certains chercheurs feraient comme hypothèse, que si vous réfléchissez à toutes les fois où vous avez été fâché, puis vous essayez de vraiment arriver à qu'est-ce que tous ces événements-là, toutes les différentes fois où vous étiez fâché ont en commun, ce à quoi vous arriverez en commun, c'est que vous aviez tout le temps l'impression que quelqu'un vous a fait un mauvais coup, que quelqu'un a fait exprès pour vous bloquer, vous empêcher, vous donner des difficultés, vous tromper, quelque chose comme ça. OK? Donc ça, c'est la composante cognitive. Donc, ça ne ferait pas de sens pour nous que quelqu'un soit en colère en pensant que, par exemple, je sais pas moi, en pensant que il est extrêmement chanceux d'avoir eu telle affaire, par exemple, d'avoir eu telle opportunité. Ça ne met pas les gens en colère à penser comme ça, OK? Ou même, ça ne mettrait pas en colère que quelqu'un perçoive que sa vie est en danger puis qu'il y a très très peu de contrôle sur sa situation, très très peu de pouvoir, et puis qu'il faut absolument faire quelque chose parce que ma vie est en danger, puis j'ai aucun pouvoir, je suis tout petit, je suis rien. Quand on pense comme ça, on n'a pas tendance à être en colère. On a tendance à avoir plutôt de la peur ou quelque chose comme ça. T'sais. La colère, c'est certaines cognitions qui reviennent. C'est ta faute. C'est toi qui as fait ça. Tu m'as empêché telle chose. T'sais. Ça, c'est la composante cognitive. Mais il y a aussi la composante physiologique d'une émotion. Les émotions, les réponses émotionnelles, exemple la colère, ont certains changements physiologiques. Dans la colère, souvent, on va ressentir notre cœur battre plus rapidement. Okay? Vous pourriez sentir aussi votre visage s'échauffer. Les gens, souvent, vont devenir rouges. Vous pouvez sentir votre peau être plus chaude. Vous pouvez sentir une certaine activation dans vos mains. Vous avez envie de crisper les mains ou de tendre les doigts. Okay? Et ça, c'est de la composante physiologique de la colère. Tu sais? Donc, je ne suis pas en train de dire que toutes ces composantes-là, c'est l'une ou l'autre. Là. C'est qu'une émotion, même si on appelle ça la colère, ce qu'on se rend compte, c'est que la colère, on la construit avec une composante subjective, une composante comportementale, une composante cognitive, une composante physiologique. Okay? Une composante sociale, même, on pourrait dire. Okay? Lorsque vous êtes fâché, vous avez tendance à agir socialement différemment que lorsque vous n'êtes pas fâché.
OK? On pourrait mettre ça dans la composante comportementale, ça aussi, parce que c'est comment vous agissez. Vous pourriez me dire, ouais, monsieur, ça c'est, dans le fond, c'est comme un autre exemple de la composante comportementale. Oui, certainement, on pourrait le voir comme ça. Mais je l'ai mis social parce que c'est tellement important l'aspect social dans les émotions que je lui ai donné sa propre composante, tu sais. Et il y a d'autres exemples. Aussi de composantes auxquelles on pourrait réfléchir. T'sais? On pourrait penser entre autres à la composante neurologique, même si nous on peut en dire très peu parce que on n'a pas vraiment, on peut pas voir notre propre cerveau puis on peut pas voir le cerveau de l'un l'autre. Mais je suis sûr que lorsque nous sommes fâchés, il y a des choses qui se passent au niveau de nos neurones. Il y a des parties, au niveau de notre cerveau, il y a des parties du cerveau qui s'activent plus que d'autres ou qui envoient de l'information à une certaine autre partie, qui traitent l'information d'une telle manière. Et donc, il y a aussi une composante neurologique. Et je veux dire, on pourrait même descendre plus bas jusqu'au point où dire qu'il y a certaines composantes génétiques. Parce que je crois qu'il est assez clair que certains gènes prédisposent certaines personnes à plus d'émotions négatives, incluant la colère, que d'autres. Et il y a des gens qui facilement pètent les plombs avec de la colère, comparativement à d'autres, où la seule différence, ou disons une différence importante, semble être au niveau de l'expression de certains gènes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un gène de colère, là. Je ne suis pas en train de dire ça, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a certains matériels génétiques, des allèles de certains gènes, qui font que certaines personnes sont plus prédisposées à réagir avec colère que d'autres. Okay? On pourrait même penser à une composante culturelle. Imaginez deux personnes de deux cultures différentes. La même chose leur arrive. Par exemple, je sais pas moi, ils se font tous les deux perdent leur emploi, par exemple. De la culture A est extrêmement fâché à cause de ça, mais l'autre de la culture B est plutôt, je sais pas moi, est beaucoup moins fâché, est triste peut-être, ou quelque chose comme ça. Et on pourrait se dire, mais la différence pourrait être la culture. Parce qu'il y a peut-être certaines cultures qui font en sorte que la colère est une émotion normative, correcte, appropriée à exprimer en réponse à quelque chose comme perdre son emploi, alors qu'une autre culture pourrait dire lorsqu'on perd son emploi, on ne devrait pas réagir avec colère, on devrait plutôt réagir avec honte et tristesse parce que on vient juste de faire du trouble pour notre famille, pour notre groupe, parce que on devient maintenant une responsabilité ou un boulet pour notre famille et on est moins capable de contribuer. Donc, la colère n'est vraiment pas la bonne expression à avoir ici. C'est plutôt la honte, la culpabilité, quelque chose comme ça, tu sais. Donc, on pourrait penser que même les émotions ont une certaine composante culturelle même. Okay? Donc, cette idée, encore là, quand je vous avais dit que la motivation, c'est quelque chose qui, même si c'est un mot unique, on peut vouloir dire plein de choses, déclenchement, direction, intensité, persévérance, et que c'est pas tout le monde qui sont les mêmes sur ces différentes dimensions-là, ce qui donne lieu à plein de différents patrons d'émotion, de motivation. Mais c'est la même chose avec l'émotion. L'émotion est, même si c'est une chose, un concept qu'on parle de manière unique, unie, l'émotion, la colère, la réalité, c'est que c'est une réponse qui implique plusieurs composantes. Et en passant, c'est ce qui fait en sorte que même si on dit, par exemple, la colère, en réalité, est-ce qu'il y a vraiment juste une colère? Il y a probablement une infinité de façons d'être fâché, si on varie juste un petit peu avec chacune de ces composantes-là. Voyez ces composantes-là, vous savez, les gens de... pensons à une table tournante, une plaque tournante d'un DJ, par exemple, avec toutes sortes de niveaux qui montent puis qui descendent, là, toutes sortes de niveaux de volume et ainsi de suite qui montent puis qui descendent. Là. Pensez à quelque chose comme ça.
Et chacun de ces boutons-là qui peut monter et descendre, c'est une composante. Et donc, on pourrait faire des petits patrons différents. Quelqu'un pourrait avoir une petite différence au niveau de la composante ressentie, mais pas des autres. Quelqu'un pourrait être différent un petit peu au niveau de la composante cognitive. Vous pourriez avoir parfois lundi une colère où vous ressentez beaucoup votre cœur battre, puis mardi une colère où vous ressentez moins votre cœur battre. Est-ce qu'on dirait là que c'est la même genre de colère? Il y a plein de différentes possibilités. On les met tous ensemble sous le mot colère, et parce que c'est utile, mais c'est pas toujours clair comment certaines émotions sont différentes d'autres. Des fois, vous pouvez ressentir un genre de truc qui est comme la colère, mais aussi de la tristesse, puis les deux semblent se fusionner l'une dans l'autre. Mais en tout cas, l'idée de départ, c'est que des choses qu'on utilise, des mots qu'on utilise dans la vie de manière très simple, sont souvent des réalités plus complexes. Cette fameuse réponse émotionnelle-là, qu'on a vu qui est multicomponentielle, puis j'ai donné comme exemple la colère, mais ça peut être n'importe quelle émotion, la joie, la peur, la tristesse, la jalousie, et ainsi de suite. Mais cette fameuse réponse émotionnelle-là, peu importe ce qu'elle soit, on peut aussi... C'est pas vraiment une composante, ça, mais c'est bien de savoir qu'on peut aussi l'analyser en termes de valence. En psychologie, la valence en anglais, c'est le fait que c'est une qualité agréable ou désagréable, ou peut-être devrais-je dire qu'il y a une genre de charge positive ou négative. OK? Les états émotionnels, les réponses émotionnelles, on peut d'une certaine manière les placer sur un genre de continuum, sur un genre de ligne de valence. Imaginons une ligne qui va de négatif complètement à gauche à positif complètement à droite, par exemple. Okay? Mais jamais vraiment neutre. Okay? Donc, si vous pensez à une émotion, si vous nommez n'importe quelle émotion que vous avez déjà eue, l'argument que je suis en train de faire, c'est que chacune de ces émotions-là a pour vous une charge qui est au moins positive ou au moins négative un peu ou beaucoup. Mais jamais neutre. Vous diriez jamais à quelqu'un « j'ai eu vraiment peur ». Ah oui, est-ce que ça devait être négatif? Oh non, c'était neutre. Tu sais? Ou « Ah, je suis vraiment en amour avec mon épouse. Là. Ah ouais, ça doit être plaisant, c'est un bon feeling. Hein? Ah non, ça absolument rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien quand j'y pense. Ça fait pas de sens. Une émotion, ça a tout le temps une certaine valence. Soit négatif ou positif. Okay? Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plus compliqué que ça, c'est que certaines réactions émotionnelles semblent avoir un aspect des deux. Pourraient être perçues comme les deux en même temps. Ça veut dire que vous pourriez avoir des réponses émotionnelles qui sont et négatives et positives en même temps. OK? Pensez à... Et souvent, c'est des réponses émotionnelles plus complexes. Pensez, par exemple, à... Je sais pas, moi... vous avez une opportunité qui va changer votre vie. C'est quelque chose que vous vouliez toujours. Un poste à quelque part ou... vous avez été accepté quelque part. Il faut déménager. Mais vous devez laisser... votre compagnon ou compagnonne de vie, votre blonde, votre chum, ou vous devez quitter un endroit que vous aimez beaucoup. Vous pourriez être en même temps motivé, inspiré, excité de la nouveauté, tout en étant triste de devoir quitter aussi. Ou pensez à quelque chose comme la colère. On pense souvent à la colère comme un état négatif. Puis oui, quand on est fâché, il y a quelque chose de très négatif. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement motivant, énergisant et puissant dans la colère, qui souvent est vécu comme positif. OK? C'est différent. On se sent beaucoup plus en puissance quand on est en colère que quand on est triste, par exemple. T'sais? Ou que quand on a peur. Il y a quelque chose de positif dans cette puissance-là qu'on aime. T'sais? Ce qui fait que souvent, les gens vont quand on dit qu'on se motive, qu'on se pompe, parfois, ça implique essayer un peu de se mettre en colère. Il n'y a personne qui se motive en essayant un peu de se faire peur, par exemple.
Okay? Même si ça pourrait être une stratégie intéressante pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dans la vie, à essayer de réfléchir à qu'est-ce qui nous fait peur, puis essayer d'éviter ça. Mais en tout cas. Donc, bref, certains états émotionnels semblent être un peu les deux en même temps, mais jamais vraiment neutres. Jamais vraiment neutres. OK? En plus, la balance, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en elle-même, elle n'est pas suffisante pour définir l'émotion. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une émotion, c'est pas juste le fait qu'on se sent... on est dans un état qui est négatif ou positif, ou plus ou moins négatif ou positif. Ça peut pas juste être ça. Pourquoi? Parce que plusieurs états qu'on ne voit pas comme des émotions vraiment, mais qui ont quand même une valence. Quand vous avez faim, très très faim, c'est désagréable. C'est négatif, mais c'est certainement pas une émotion. Si vous êtes complètement relaxé, comme complètement relax, vous êtes dans un genre d'état là, de confort extrême, vous êtes bien, mais c'est pas une émotion. Si vous vous échappez une brique sur le pied, vous êtes en douleur, c'est négatif. Mais la douleur n'est pas une émotion. Ah oui, vous pourriez être en maudit par le fait que vous êtes à échapper une brique sur le pied, et ça, la colère serait une émotion. Mais la douleur elle-même, qui est négative, n'est pas une émotion. OK? Donc, on pourrait dire le désir sexuel ou le ressenti sexuel, par exemple, est plaisant, mais est-ce une émotion? Pas vraiment, tu sais. Donc, tout ça, c'est des exemples de choses qui ont une valence, ne sont pas des émotions en elles-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la valence n'est pas suffisante pour définir l'émotion. Okay? Donc, les émotions ont plusieurs composantes. C'est des réponses multicomponentielles qui existent dans le temps. Elles arrivent, elles ont un genre de maximum, puis ensuite elles s'estompent. Okay? Et aussi, elles ont une certaine valence, mais la valence n'est pas simplement l'émotion. La valence peut être... certaines choses peuvent avoir une valence sans être des émotions. Okay? Et cette fameuse réponse émotionnelle-là, l'émotion, par exemple la colère, on peut aussi l'analyser en termes de propos. L'idée, c'est que, présumément, une émotion, une réponse émotionnelle a toujours un élément déclencheur. C'est toujours à propos de quelque chose. Je dis présumément parce que je ne suis pas 100% convaincu de ça tout le temps, dans le sens où c'est pas inhabituel que certaines personnes, disons, se lèvent le matin dans un certain état et n'ont pas vraiment de raison d'être dans cet état-là. Ils sont juste, par exemple, levés du mauvais pied. Sauf qu'on pourrait faire un argument, oui, mais ils sont peut-être pas conscients de ce qu'il y a, ou c'est peut-être... c'est ça, pour des raisons pour lesquelles ils ne sont pas conscients. Donc, il y a des questions intéressantes. Là, mais présumément, la majorité du cas, une émotion, c'est à propos de quelque chose. Okay? Il y a toujours un élément déclencheur. Il va être très rare qu'on soit émotif à propos de rien. Il va être très rare que vous marchiez dans la rue avec votre ami, puis tout à coup, votre ami se met à pleurer, puis vous dites « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis il dit « Aucune idée, absolument rien. » Ou ils se mettent à avoir très peur, puis vous dites « Qu'est-ce qui se passe? » Ils disent « Aucune idée. » Sauf, et puis, puis ces deux exemples-là, j'imagine que chez certains de vous, ça va déclencher la pensée suivante. « Ouais, mais peut-être que mon ami a juste tout à coup une crise de panique, puis il se met à avoir peur. » Il y a par exemple le trouble panique, où il est peut-être déprimé, puis il se met à pleurer, par exemple, qui est une vision un peu simpliste là, de la dépression, là, on s'entend, là, mais imaginons que ça pourrait exister. Là. On pourrait faire l'argument, non, mais le déclencheur peut être aussi une pensée dans sa tête. Dans le cadre de la dépression, peut-être qu'il a pensé à quelque chose, puis là, il s'est mis à pleurer. Le trouble de panique, est-ce que ça serait possible que quelqu'un, tout à coup, out of nowhere, se mette à paniquer? Oui.
Absolument, c'est possible. C'est possible de déclencher une crise de panique sans qu'il y ait une pensée qui génère ça ou un événement qui génère ça. Donc ça serait un exemple où est-ce que peut-être on réagirait avec une émotion, soit la peur, même si on appelle ça trouble de panique, mais ça serait proche d'une émotion de peur, dans le fond, ou il semble pas vraiment y avoir de propos. OK? Mais c'est ça l'idée, c'est que, dans le fond, dans certains cas, des émotions non reliées à un objet peuvent être symptomatiques d'un trouble psychologique, comme par exemple un trouble d'anxiété ou un trouble de panique ou de la dépression. Ceci pourrait faire en sorte que les gens ont des émotions négatives sans qu'il y ait de propos nécessairement. Mais remarquez que c'est uniquement un problème si c'est des émotions négatives qui sont débilitatrices, qui viennent causer un problème dans le fonctionnement. Okay? Mais si je vous disais que certaines personnes ont, pour aucune raison, sans aucun déclencheur, tout à coup, à plusieurs moments dans la journée, des bouffées de joie et de gratitude et de ce qui sont des émotions, tu sais, et de fierté, ben là, ça serait pas vraiment un problème. Au contraire, ça pourrait même être un avantage. Donc, souvent, c'est tout contextuel. Là. Si vous avez des émotions qui sont déclenchées sans aucun propos, qui sont difficiles à gérer, qui causent du trouble dans votre fonctionnement quotidien, bien là, on parlerait d'un genre de trouble psychologique. Mais je pense que c'est normal, moi, que même des gens sans trouble psychologique, tout à coup, se mettent à se sentir négatifs pour ce qui semble être aucune raison, mais des fois, il y a des raisons cachées. Il y a des fois, on n'est pas nécessairement les maîtres de ce qui se passe dans notre tête non plus, et puis on n'est pas conscient de tout non plus. En tout cas, il y a des discussions intéressantes à avoir par rapport à ça. À noter aussi que si vous aviez constamment des bouffées d'émotions positives qui font en sorte que vous seriez vraiment pas bien adapté au monde, seriez toujours trop confiant, vous prendriez trop de risques parce que vous seriez trop positif, on pourrait encore là parler d'un trouble. Okay? La manie, si vous avez déjà entendu parler de trouble bipolaire où il y a des phases de manie, c'est un peu ça, dans le fond. Et c'est que la personne est tellement motivée, tellement à 100 000%, tellement positive que elle n'est plus adaptée à la réalité de son environnement. Là, et ça cause des problèmes, ça cause des frictions. Mais donc, c'est ça l'idée dont je vous parle là, depuis quelques minutes. Sommes-nous toujours conscients de l'objet de nos émotions, dans le fond? Est-ce possible que des fois, vous soyez triste sans vraiment qu'il y ait un propos qui vous est conscient dans le moment? Je ne suis pas en train de dire, faisons attention à ce qu'on veut dire ici, je ne suis pas en train de dire que vous avez comme un deuxième cerveau qui est votre inconscient, puis qui réfléchit à des choses sans vous, puis là vous envoie des émotions, puis vous vivez ces émotions-là sans savoir, puis là il faut aller dans votre inconscient pour découvrir qu'est-ce que votre inconscient pensait. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que parfois, une émotion peut nous arriver avant même qu'on ait parfaitement été capable de mettre les pièces ensemble de qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Que parfois, nos systèmes émotionnels prennent de l'avance sur nos systèmes cognitifs. Surtout pour des émotions vraiment fondamentales, comme la colère ou... tu sais, je vais vous donner un exemple. Des fois, les gens vont dire... Je suis inconfortable avec ce bonhomme-là. Il me donne un mauvais vibe. Okay? On pourrait dire qu'il y a un aspect, c'est peut-être pas une émotion, mais un certain aspect émotionnel là-dedans. Je suis inconfortable avec ça. Il me donne une vibe bizarre. Okay? Et si on demandait, mais c'est quoi exactement? Je sais pas, c'est juste, il y a quelque chose, j'aime pas ça être alentour de lui. Et c'est en réfléchissant plus qu'on pourrait... Mais qu'est-ce que c'est exactement? Puis là, la personne pourrait dire, mais dans le fond, c'est telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, pas que vous avez un inconscient qui est votre vraie vie interne, puis vous en êtes pas conscient jusqu'à temps qu'il vous envoie quelque chose à votre cerveau conscient. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la vie, c'est compliqué. Il y a plein d'informations
à traiter et que parfois votre système émotionnel peut se déclencher avant même que vous ayez parfaitement construit une narrative consciente avec des mots que vous pouvez expliquer. C'est ce que je suis en train de dire dans le fond. On pourrait aussi réfléchir à une émotion en termes de fonction. Okay? Et c'est cette idée qu'on pourrait se demander, est-ce qu'une émotion a une fonction? Comme être en colère, être fâché, avoir peur, être dégoûté. Est-ce que ces choses-là sont juste des accidents de la nature humaine? Des choses qui sont complètement juste farfelues, qui servent absolument à rien, qui n'ont aucun but. C'est juste qu'on a évolué comme ça. That's it. C'est bizarroïde, c'est comme ça. Ou bien, est-ce que ces choses-là ont des fonctions? Et ça ne veut pas dire qu'elles ont été créées ou inventées dans un but ou quelque chose comme ça, mais elles ont évolué au fil des millénaires pour... nous, en tant qu'espèce humaine, avons évolué au fil de millions de générations pour avoir des cerveaux qui ont tendance à, par exemple, avoir de la colère, avoir de la peur, avoir de la tristesse, parce que ces choses-là sont fonctionnelles. Parce que répondre avec colère, lorsque quelqu'un vous fait un mauvais coup, répondre avec colère, c'est plus fonctionnel que répondre en tournant sur soi-même et en faisant des petits cris comme « Ah, ah, ah » ou quelque chose comme ça. Ou en clignant vraiment fort des yeux et chantant la chanson de l'alphabet, par exemple. Il y a quelque chose à propos, lorsque vous êtes menacé, est-ce qu'il y a quelque chose à propos de partir en courant et en criant et en attirant l'attention des autres qui pourraient vous aider? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette réaction-là de peur qui est plus adapté que, je ne sais pas moi, une autre chose comme par exemple vous mettre à chanter et à tourner des yeux et à sourire? Tu sais? Ben on pourrait dire, ouais, il y a quelque chose de vraiment adaptatif à la peur. Ça nous permet quoi? Mais ça nous donne de l'énergie pour partir, pour s'en aller. Qu'est-ce que c'est avoir peur? C'est vouloir partir. On a tendance à sursauter puis à partir comme une balle, à courir, donc à nous éloigner de l'élément présumément qui nous menace. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans la peur aussi? On crie. Ah! Ah! Qu'est-ce qui arrive quand on crie? On alerte les gens alentour de nous. Ils pourraient potentiellement nous aider. Et on les alerte eux aussi à attention. Tu sais? Qu'est-ce qui arrive à la colère? Si quelqu'un m'enlève quelque chose, puis j'ai vraiment besoin de cette chose-là pour survivre, ben, une genre d'émotion comme la colère qui va m'énergiser, qui va faire que je vais vouloir approcher la personne puis dévouer de l'énergie pour reprendre mon affaire, tu sais, est mieux qu'une réaction qui fera en sorte que j'ai tendance à tourner sur moi-même et faire pou, 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 par exemple, tu sais, ce qui ferait aucun sens. ça m'aiderait pas du tout une réaction comme ça. Donc l'idée, c'est que les émotions, ou certaines émotions, ou certains chercheurs vont dire toutes les émotions dans le fond, ont une certaine fonctionnalité. Elles permettent à l'organisme de régler certains problèmes. Okay? Donc, quand on parle d'émotion, on peut parler de toutes les composantes, on peut parler de valence, on peut parler de propos, on peut parler de fonction. Okay? Et donc, c'est encore cette idée que il y a plein de choses dans une émotion. On peut décomposer le concept en toutes sortes de choses importantes. Maintenant, le mot émotion est souvent utilisé à des fins... il est souvent utilisé de manière, dans la vie de tous les jours, de manière un peu lousse, un peu générale. Okay? Mais en psychologie de l'émotion, on a tendance à différencier le concept d'émotion d'autres choses parce que c'est pas tous les phénomènes qui ont l'air émotionnels qui le sont. Et il y a certaines distinctions qui sont importantes à faire pour la recherche, pour bien comprendre le domaine des émotions. Le premier, c'est que c'est une distinction entre l'émotion et l'humeur. Les chercheurs distinguent souvent l'émotion de l'humeur. Okay? La différence, en gros, c'est que les chercheurs vont souvent dire, regarde, une émotion, c'est quelque chose qui a
un déclencheur qui est comme un propos là, qui est maintenant. Là. Maintenant, dans le temps, là, ici, maintenant, il y a quelque chose qui arrive. Puis là, tu réagis avec émotion. Puis ça dure un certain nombre de temps, puis ensuite ça s'estompe, mais ça dure pas des heures. Souvent, ça dure pas des heures, puis certainement pas toute une journée. OK? À moins que tu te remettes dans l'émotion, que tu te repompes. Ce que souvent, on va faire. Quand on reste fâché toute une journée, c'est parce qu'on se repompe. On repense, tu sais? Donc, on redéclenche. Mais l'émotion elle-même, elle a une certaine durée de vie qui est relativement courte, puis ensuite, elle descend. Puis elle est toujours à propos de quelque chose qui est dans l'ici et le maintenant, généralement. Les chercheurs vont dire, ça c'est une émotion, mais l'humeur c'est différent. L'humeur c'est plutôt un genre d'état à long terme. Il peut durer des heures, peut même durer des jours. Et qu'il n'y a pas nécessairement de déclencheur. C'est cette fameuse idée que, tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est de mauvaise humeur aujourd'hui? Ouais. Est-il arrivé quelque chose? Non, je sais pas, tout m'énerve. Tout m'énerve. Je suis de mauvaise humeur. Il n'y a rien arrivé. Il n'y a rien arrivé. C'est juste... Je suis mauvaise humeur. Okay? Pas nécessairement de déclencheur avec une humeur. Et, ça c'est un peu bizarre à dire, mais au niveau de ressenti, c'est un peu plus flou, un peu plus diffus. C'est moins intense. Tu sais, quand vous avez peur, c'est comme ici, maintenant, peur. Quand vous êtes vraiment fâché, là, c'est comme ici et maintenant, vous êtes en maudit, vous êtes fâché. Une humeur, c'est plus, je sais pas, je me sens irrité, ou je me sens... de mauvaise humeur, ou je me sens tristounet, ou je me sens bleu, ou quelque chose comme ça, tu sais. Donc, c'est comme plus diffus, un peu. Donc, on fait souvent la distinction en psychologie entre une humeur et une émotion. Okay? Parce que l'idée, c'est que c'est pas les mêmes phénomènes. Et donc, on ne devrait pas les mettre ensemble. On fait aussi la différence entre un sentiment et une émotion. Quand on utilise le mot sentiment en psychologie, c'est pour faire référence à juste un aspect de l'émotion, juste une composante qui est la composante ressentie. Vous vous souvenez, c'était la première composante dont j'avais parlé, la composante ressentie. Ce ressenti subjectif, cette phénoménologie est un mot qui veut dire comment c'est pour vous de vivre le phénomène d'être fâché. C'est quoi le feeling d'être fâché? Le sentiment. Okay? Donc des fois, on va parler aux gens de leurs sentiments. Ce qu'on veut dire, c'est leur ressenti. Comment c'est pour toi d'être comme ça maintenant? Mais souvenez-vous que ce ressenti n'est qu'une composante de la réponse émotionnelle. Des fois, en psychologie, on va parler de l'affect. L'affect, c'est un concept général qui va englober tout ce monde-là des émotions, des sentiments, de l'humeur. Si je dis affect, je veux dire tout ce monde-là. Tous ces états-là, un peu émotionnels ou au niveau de l'humeur, qui ont une certaine valence, positive ou négative. Ça, c'est l'affect. Donc, je fais une différence entre l'affect et émotion, parce que affect, c'est pas juste émotion. Affect, c'est émotion, humeur, ressenti. Je fais une différence entre émotion et ressenti. Parce que ressenti, c'est juste une composante de l'émotion. Je fais une différence entre humeur et émotion aussi, comme on a vu tantôt. Donc, ces concepts-là sont des concepts différents. Parfois, dans les recherches, on les met tous ensemble. Affect, c'est un exemple parfait où on met tout ensemble. Des fois, on va lire des recherches où on parle qu'on a mesuré l'affect. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr si on a mesuré des émotions ou des genres de... ou juste des humeurs ou quelque chose, mais on a mesuré comment les gens se sentent en général. C'est que ça soit positif ou négatif, par exemple. Mais des fois, c'est plus précis. On a mesuré telle émotion, la colère. T'sais. Ou des fois, on a juste demandé le sentiment. Donc, il y a toutes sortes de... C'est toutes sortes de niveaux différents, de définitions différentes. Une émotion, donc, c'est pas la même chose que le sentiment. Une émotion, c'est pas la même chose que l'humeur. Émotion, c'est pas la même chose que affect. Affect inclut émotion, mais émotion n'est pas la même chose que affect. Une émotion, c'est pas la même chose qu'un trait de personnalité non plus. Okay? Un trait de personnalité, c'est pas la même chose qu'une émotion. Un trait de personnalité, c'est une différence persistante entre des individus, dans le sens où elle persiste à travers différentes situations. C'est pas la même chose. Certaines personnalités
ou certaines dimensions de la personnalité. Je pense entre autres, si vous avez suivi le cours de personnalité, puis le modèle des Big Five, du Big Five, là, du Grand 5, je pense entre autres au névrotisme, neuroticism en anglais. Les gens qui sont hauts dans la composante névrotique sont des gens qui ont tendance à répondre plus, avoir plus d'émotions négatives en réponse à des événements. Okay? Donc, certains traits de personnalité pourraient faire en sorte que certaines personnes ont plus d'émotions négatives en général dans la vie. Mais ces traits de personnalité-là ne sont pas la même chose que les émotions qui sont associées à ce trait de personnalité-là. OK? Pas la même chose. Une émotion non plus n'est pas une pensée ou une cognition. C'est pas la même chose. C'est une pensée ou une cognition. Lorsque vous pensez à quelque chose, il n'y a pas nécessairement de changement physiologique. Si vous dites « Ah, il faut que j'aille acheter du pain aujourd'hui », par exemple, ben, votre cœur ne se met pas à battre, vous ne mettez pas à changer la façon dont vous respirez. Puis il n'y a pas une expression faciale que les gens regardent et disent « Ah, toi, tu as fait un visage de « faut que j'aille acheter du pain aujourd'hui ». À moins... Ça se peut que vous connaissiez tellement quelqu'un et que vous soyez capable de savoir ce à quoi il pense selon son expression, là, mais il faudrait vraiment que vous sachiez plein de choses par rapport à ses tendances, ses habitudes, et puis aussi par rapport au contexte. Mais une pensée, une cognition, c'est pas la même chose qu'une émotion, mais encore une fois, remarquez qu'une émotion a une composante cognitive. Pour que ce soit une émotion, il faut qu'il y ait une certaine façon de réfléchir au monde. Certaines façons de penser, certaines pensées que vous avez. Il y a certaines pensées qu'on a quand on est fâché, qui sont différentes que les genres de pensées qu'on a que quand on est triste. Okay? Donc, il y a une composante cognitive à une émotion. Mais, ça ne veut pas dire que juste par elles-mêmes, des pensées ou des cognitions sont nécessairement émotionnelles. OK? Comme la valence. Il y a une valence à l'émotion, mais ça ne veut pas dire que si vous avez quelque chose avec la valence, c'est nécessairement une émotion. Voire le fait de vous échapper une brique sur le pied. Je termine avec ceci. Quand on fait de la recherche, de la psychologie sur les émotions, dans le fond, si je mettais globalement, que font les chercheurs dans ces domaines-là, il y a 3 genres de processus émotionnels, dans le fond, qui semblent intéresser les chercheurs. 3 genres de grandes questions par rapport aux émotions. La première, c'est la question de la réactivité. La réactivité, cette question-là, c'est tout genre de recherche qui essaye de comprendre, de prédire et d'expliquer pourquoi on réagit avec certains types d'émotions, avec une certaine amplitude, une certaine intensité d'émotions, des émotions qui durent d'une certaine durée. Lorsqu'on fait face à certains indices de l'environnement interne ou externe, donc certaines situations ou certaines pensées, parce qu'on peut déclencher nous-mêmes des émotions avec certaines de nos pensées, okay, qui sont significatifs pour nos objectifs personnels. Donc, pour remettre ça en langage simple, okay, c'est que la réactivité, c'est le fait qu'on a tendance à avoir des réponses émotionnelles différentes dans leur type, leur amplitude, leur durée, en réponse à des choses, internes ou externes, qui nous sont importantes pour nous. Okay? Cette dernière partie-là est importante parce que je vous mettrai au défi d'identifier les fois dans votre vie où vous avez eu des réponses émotionnelles fortes à propos de choses qui vous importent peu. Pensez à ça. C'est bien rare qu'on répond émotionnellement à des choses qui nous importent peu. On n'a pas tendance à avoir des émotions à propos des choses qui nous importent peu. À des choses qui ne sont pas significatives pour nos objectifs personnels, pour nos buts personnels. Bien rare. Okay? Les choses qui ont tendance à déclencher des émotions chez nous sont des choses qui sont significatives pour nos objectifs personnels. C'est pas tout le temps des objectifs qui sont conscients. Ça peut être des objectifs très larges comme rester en vie, rester en sécurité. T'sais? Ne pas se faire frapper, éviter les conflits, vouloir obtenir telle ressource. Lorsque il y a des choses qui viennent menacer ces objectifs-là, soit internes ou externes, des pensées que vous avez, des réalisations que vous avez, ou externes, des gens ou des choses qui ont un certain impact sur vous, vous allez avoir tendance à répondre
avec des émotions de certains types, de certaines amplitudes, de certaines durées. Et donc, on peut étudier ça, ce processus-là, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui explique pourquoi des fois on a plus d'une certaine émotion, qu'elle dure plus ou longtemps, etc. Donc, tout ça, ça serait des études sur la réactivité. Mais les chercheurs s'intéressent pas juste à la réactivité, s'intéressent aussi à la régulation. Okay, la régulation, c'est toute une série de processus par lesquels on peut influencer la nature et l'intensité de nos émotions. En termes justement de qu'est-ce qui les déclenche, combien de temps elles durent, combien elles se comment on les ressent de manière subjective, comment on les exprime, etc. Okay? Donc, là-dedans, on retrouve des études, par exemple, qui essayent d'expliquer pourquoi certaines personnes sont meilleures à gérer leurs émotions que d'autres. Comment peut-on faire pour aider les gens à gérer leurs propres émotions? Comment se développent chez l'enfant au cours de l'enfance les capacités à réguler leurs émotions? C'est tout ce que les enfants ont comme zéro de capacité au début. Quasiment zéro aucune capacité. Ils vont pleurer pour tout ou se fâcher contre tout, faire des crises. Mais arrive à un certain âge, ils se gèrent vraiment beaucoup mieux. Quels sont les processus par lesquels ils arrivent à faire ça? Ça se développe. Et donc, tout ça, c'est des questions de régulation émotionnelle. Et on va parler de la régulation émotionnelle plus tard dans le cours. Et vous pouvez imaginer que la régulation émotionnelle, la capacité de gérer ses émotions, a une énorme contribution sur la qualité de vie. Okay? Puis la qualité de vos relations sociales. Okay? Meilleur vous êtes à gérer vos émotions, le mieux pour vous et le mieux pour les gens alentour de vous. Mais gérer, ça ne veut pas dire éliminer en passant. Ça ne veut pas dire contrôler, puis ça ne veut pas dire éliminer. Okay? Gérer, ça peut vouloir dire des fois librement exprimer puis laisser place à ses expressions, à ses émotions aussi. Mais d'une manière constructive. On va parler de ça. Mais donc, il y a plusieurs études là-dessus, sur la régulation, en plus d'études sur la réactivité. Okay? Donc, exemple de questions pour la réactivité. Comment se fait-il que certaines personnes réagissent beaucoup plus à tel genre de choses que telle autre personne? Régulation. Comment se fait-il que certaines personnes sont meilleures à gérer, une fois qu'elles ont réagi, qu'elles sont meilleures à gérer ces réactions-là que d'autres? Comment cette régulation-là se développe chez l'enfant? Comment on peut perdre au cours de la vie cette capacité de régulation-là, par exemple, suite à certains troubles neurologiques, comment certains troubles neurologiques peuvent venir impacter la régulation des émotions. Okay? Il y a certaines formes de démence, entre autres, qui font en sorte que les gens perdent toute capacité de réguler leurs émotions, deviennent un peu comme entre guillemets, des enfants au niveau émotionnel. T'sais? Toutes sortes de questions intéressantes là-dessus. Et le troisième processus qui intéresse beaucoup les chercheurs, c'est la compréhension, qui est que non seulement on a des émotions, mais on réfléchit à nos émotions. On est capable de les comprendre, puis elles deviennent des objets importants à prendre en compte lorsqu'on réfléchit à nous-mêmes et on réfléchit aux autres. Et donc, on a toutes sortes de connaissances à propos de nos propres états émotionnels et ceux des autres. Et il y a toutes sortes de questions intéressantes pour de la recherche par rapport à ça. Qu'est-ce que les gens savent de la colère? Est-ce que les gens sont capables de prédire quand quelqu'un est en colère? Est-ce que les enfants sont capables de comprendre la différence entre être fâché et être dégoûté? Est-ce que certaines personnes semblent être beaucoup meilleures à reconnaître, à comprendre, à intégrer les émotions des autres dans leur comportement, alors que d'autres semblent être complètement aveugles à tout ça? Qu'est-ce qui explique ça? Okay, ce fameux truc qu'on appelle le quotient émotionnel, là, en réalité, c'est comme des habiletés émotionnelles. Certaines personnes semblent avoir de meilleures habiletés émotionnelles pour comprendre leurs propres émotions et les émotions des autres. Pourquoi? Okay. Il y a une catégorie en psychologie dans le domaine des émotions, un genre de trait qu'on appelle, je pense en français, c'est l'alexithymie, si je ne me trompe pas. Et l'alexithymie, c'est la capacité de comprendre nos émotions et ceux des autres. Et il y a des gens qui sont qui ont beaucoup de problèmes là-dessus. Ils vont vous arriver et ils vont être clairement fâchés.
et vous allez leur demander qu'est-ce qui se passe, et ils peuvent pas nommer qu'ils sont fâchés. Ils savent pas. Ils savent juste, je me sens pas bien, je suis pas content. Mais ils vont avoir bien de la misère à identifier qu'ils sont fâchés, puis pourquoi ils sont fâchés, ainsi de suite. D'autres personnes vont être super bons pour nommer tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux. OK? Et donc, les gens sont différents en termes de leur compréhension de leurs propres émotions et celles des autres. Et donc, on peut poser toutes sortes de questions intéressantes par rapport à ça. Okay? Donc, ça, c'est 3 processus émotionnels qui génèrent beaucoup de recherches à chaque année en psychologie de l'émotion. On se laisse là-dessus. Ciao!